suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour Raphaël. Merci de participer au podcast Sésame Asie. Donc Frédéric, alors désolé, je passe au tutoiement, j'espère que ça ne te dérange pas. Non, très bien, parfait. Ok, très bien. Donc Frédéric Guiral de Haas, tu es CEO à Nivose, donc une marque de doudoune et de sportswear que tu vas nous présenter plus en détail. Tu as une grosse expertise Asie. Je pense que tu bats le record de ce podcast en Asie depuis 90. Donc, on a beaucoup de choses à couvrir de ce podcast. Plein de trucs hyper intéressants dont on va discuter. Mais vas-y, je te propose de commencer à te présenter brièvement et ensuite on va enchaîner sur ton expérience. Oui, très bien. Donc, effectivement, je suis arrivé à Hong Kong en décembre 1990. Donc, je suis aujourd'hui basé à Shanghai. Je suis le CEO et cofondateur de la marque Nivose. Alors, plus exactement, nous relançons la marque Nivose, puisque Nivose est une marque française qui date de 1933, qui a été fondée à Lyon, le vêtement chic du vrai skieur. Donc, vous l'avez compris, ce sont des vêtements à l'origine, des vêtements de ski, mais surtout d'après-ski. Et nous avons décidé de relancer cette marque comme une marque de vêtements chauds, premium, donc luxe abordable, sur un segment en forte croissance, avec la particularité donc d'avoir relancé cette marque d'une façon, je dirais, bicéphale pratiquement, avec une entreprise, moi et mes associés, basée à Shanghai, et une filiale importante de distribution, mais aussi de création à Paris. Donc, nous avons aujourd'hui une société qui est à la fois française et chinoise, dont les opérations sont séparées entre la France et la Chine, mais qui a été initiée à partir de la Chine. D'accord. Donc, tu relances une marque, tu te focalises sur le marché chinois pour la relancer, sur l'énorme potentiel de ce marché et sur ton expérience, ta riche expérience retail que tu vas nous décrire. Mais pour rendre la chose vraiment concrète, il faut que tu fasses le marché français, comme tu l'expliques. Donc voilà, à la fois à cheval entre la France et la Chine, avec un gros focus Chine et la relance d'une belle marque, d'une belle endormie, comme tu l'appelais. Et donc c'est Nivose, Nivose, pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil au site web. Mais je te présente de revenir un peu au début, donc ton arrivée en Asie, donc 90. Donc, où est-ce que tu es arrivé? Comment est-ce que c'était à l'époque? Et quel était l'élément déclencheur qui t'a fait venir à Hong Kong, si je ne me trompe pas, au tout début? Oui, tout à fait. Donc, je suis arrivé en décembre 90 à Hong Kong. C'est un mélange d'accidents et de volontarisme, on dira. Donc, moi, j'ai fait des études d'expertise comptable. J'ai passé mon DESCF. Donc, il me manquait mes 3 années de validation de stage pour être expert comptable. Mais à l'époque, en 90, nous, jeunes hommes, jeunes gens, avions un service militaire à faire. Donc, je suis parti, en fait, à l'époque, on appelait ça VSNE, coopérant, dans une entreprise française à Hong Kong. Le VIE de l'époque, c'est ça? Le VIE aujourd'hui, tout à fait, oui, ancien coopérant, puis volontaire du service national, puis VIE aujourd'hui. Et je suis parti dans une société française, dans le domaine du luxe d'ailleurs, à Hong Kong, pour valider ma première année de stage. Donc, mon objectif était de faire mes 16 mois de VSN, de valider ma première année de stage et de rentrer en France. Et c'est ce que j'appelle le volontarisme. Et finalement, l'accident, c'est le fait que quand on est à Hong Kong, relativement jeune, dans les années 90, je pense que comme beaucoup d'entre nous, nous avons préféré rester. Les années 90, c'est pré-Hanover, hein, c'est avant 97, c'est encore une autre époque. C'est l'époque britannique à Hong Kong, un très grand laisser-faire économique, très forte croissance. Donc, je suis resté. D'un point de vue business, d'un point de vue vie personnelle, c'était hyper excitant d'être jeune en 90 à Hong Kong. Bon, oui, alors la vie personnelle, bien évidemment, je pense que n'importe qui même encore aujourd'hui, part de chez soi après avoir fini ses études et découvre ne serait-ce qu'une ville différente, mais un pays différent, en l'occurrence un pays
très anglo-saxon dans un monde chinois avec une économie florissante, des gens qui courent dans tous les sens. Et puis Hong Kong, c'est New York, ce sont des villes qui ne s'arrêtent jamais, qui vivent 24 heures sur 24. Et quand on dit ça, c'est vrai. C'est-à-dire que certains magasins sont ouverts 24 heures sur 24. Qu'il y a du monde dans la rue en permanence, qu'il y a des voitures dans la rue en permanence, que les bars, les boîtes de nuit sont ouvertes pratiquement 24 heures sur 24. Donc, c'est une très, très forte excitation, bien évidemment. C'est un rythme de vie qui est différent de ce qu'on peut connaître. Moi, j'étais parisien, étudiant. C'est une très belle vie, on est très heureux, mais on n'est pas forcément préparé à tomber dans ce rythme. Et puis, une croissance économique effrénée avec effectivement l'époque où la Chine n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Hong Kong était une énorme plateforme régionale, était la porte d'entrée grise de la Chine. Et les Hongkongais sont des très grands commerçants, comme les Chinois. Et donc, la moindre opportunité se transforme en business avec une facilité d'ouvrir, de créer des entreprises qui encore aujourd'hui dépasse un petit peu ce qu'on peut connaître en France, même si les choses ont été très, très, très fortement simplifiées. Donc, énormément de dynamisme de tous les côtés. C'est attirant, aspirant, entraînant. Et c'est ce qui a fait qu'après, à la fin de mon VSN, j'ai décidé de rester. Oui, tout à fait. Je viens de publier hier un épisode sur Alban Lix, un entrepreneur à Hong Kong, qui nous expliquait comment il a ouvert sa boîte la première semaine où il arrive à Hong Kong, la première fois qu'il vient en Asie. Donc, c'est vrai que ça reste assez facile d'ouvrir un business à Hong Kong. Donc, vas-y, je te laisse après continuer un peu. Explique-nous, voilà, ta première activité. Qu'est-ce que tu faisais à Hong Kong, ton premier travail? Bon, mon premier travail, j'étais comptable ou responsable comptable financier, puisque j'en venais dans une filiale qui distribuait des sacs à main, la maroquinerie de luxe, le groupe André Luxe, les sacs Soko Upla. Bon, c'est intéressant. Ce qui était intéressant, c'est que la bonne expérience, c'est quand on se retrouve à 2 heures du matin au poste de police parce que le directeur commercial a détourné les fonds et les a mis dans sa poche et qu'on est obligé d'engager une action légale. Bon, ça marque quand on a 24 ans, et puis ça marque à Hong Kong. Et donc, plutôt que quand on est dans le recouvrement, qu'on appelle les clients et qu'ils nous disent on a déjà payé et qu'on a 180 jours de retard sur les comptes, on se dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, c'est intéressant parce que le directeur commercial, en l'occurrence, avait monté une cabale pour que je me fasse virer à l'époque. Et puis après, on se rend compte du pourquoi, du comment. Donc, et ça, c'est une bonne expérience parce que finalement, les choses ne fonctionnent jamais par accident ici. Et il faut que les dirigeants internationaux comprennent un petit peu dans quoi ils mettent les mains. Ça m'a un petit peu bâti ensuite. Il y a ce qu'on voit et il y a vraiment ce qui se passe en dessous. Et voilà, donc ils avaient cherché effectivement à se débarrasser de moi parce que je creusais un petit peu trop ce qui se passait réellement sur les paiements. J'ai connu ça aussi. Ouais. Parfois, en tant qu'étranger, on est un peu la personne un peu trop fouineuse, gênante, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, on est là pour rendre compte au siège, on est là avec une éthique de travail, on est là pour effectivement faire notre boulot et de temps en temps, on creuse des choses qu'on ne devrait pas. Donc, voilà, si je dois donner des conseils au fur et à mesure de ce podcast aux entreprises françaises, vérifiez votre compta et mettez un DAF français si vous avez des grosses opérations en Asie, c'est vraiment le point crucial. Voilà, on rappellera numéro 1. Mais donc, je note tes conseils au fur et à mesure, très bien. Parfait. On va faire un petit vadévécom. À la fin de mon VSN, j'ai créé une entreprise de sourcing, en fait. Donc, à l'époque, la grande activité, et tout le monde travaillait le sourcing en Chine, c'est-à-dire qu'on allait acheter dans le Guangdong essentiellement, l'autre côté de la frontière, des parapluies, des boîtes en plastique, des sacs papier, enfin tout et n'importe quoi, et bien évidemment des t-shirts. Et pour les vendre en Europe, c'était le grand début des centrales d'achat et du sourcing de proximité avec des distributeurs un petit peu plus petits en Europe. Tu finis ton VIE, tu finis ton contrat en gros, et ça s'impose à toi comme une évidence. Tu vas démarrer ton propre business ou tu t'as réfléchi à chercher un travail. Tu avais déjà la fibre entrepreneur quelque part? Non, j'ai trouvé un job, mais dans la compta, qui m'a un peu cassé les pieds et j'ai créé ma boîte en parallèle tout de suite. Donc, voilà. Et j'ai acheté un fax. À l'époque, on avait des fax. J'ai acheté le Hong Kong Enterprise, qui était l'équivalent du
d'Alibaba ou de toutes les pages jaunes du monde sur le Version papier, sourcing. c'est ça, du C'est sourcing ça. au fax et à l'annuaire, quoi. C'est quelque chose qu'on n'a pas tous connu. Annuaire papier, donc le Hong Kong Enterprise, ce sont des gros catalogues de 200 pages de tous les fournisseurs dans une catégorie de produits. Donc vous avez le Hong Kong, à l'époque, c'était il y a 30 ans, donc on avait l'annuaire sur l'électronics, l'annuaire sur les produits industriels, l'annuaire sur les sundries items, sur les gifts. Il y avait absolument tout, il y avait toutes les usines. À l'époque, c'était encore des usines à Hong Kong, en tout cas c'était pas forcément des tradings, c'était des entreprises qui avaient leurs propres usines, soit à Hong Kong, soit juste de l'autre côté de la frontière. Tu as connu la production basée encore à Hong Kong, quoi. Ça existait encore. On en avait encore, oui. D'accord, bien ok. sûr. Ok, c'est une autre époque, c'est marrant. Ça a bien changé. On en avait sur des CD-ROM, on en avait sur des choses assez automatisées. J'ai visité des usines à Hong Kong, pas mal, bien sûr. D'accord, ok. Et donc, voilà, donc première entreprise de sourcing, le fax dans la chambre, le Hong Kong Enterprise, des contacts avec la chambre de commerce, avec des acheteurs ci et ça. Donc, aucune expérience, pas de capital, peu de contacts. La recette pour l'échec absolu. Donc, on ne peut pas dire que c'est très, très bien fonctionné. Mais bon, voilà, quand on a 24 ans, on peut tout essayer, quoi. Donc, ça n'a pas fonctionné. En revanche, ce qui a fonctionné, c'est le fait que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde dans le monde des entrepreneurs, des gens qui faisaient du sourcing ou des achats, et de rencontrer mon futur associé qui, lui, en fait, venait de signer une mission en France avec une société qui, à l'époque, était française, qui s'appelait le Groupe Desnoyers et qui fabriquait des tubes de cuivre. Technologie relativement intéressante. Alors, l'utilisation des tubes de cuivre, c'est à la fois pour l'air conditionné qui, bien évidemment, était en boom absolu à l'époque en Chine et en Asie, et pour les produits blancs, c'est-à-dire les chauffe-eau, soit gaz, enfin ce genre de produits. J'ai vendu des tubes en titane. J'ai rarement l'occasion de croiser des confrères, donc je me permets de le dire. On a fait du tuyau. Donc c'est intéressant parce que on distribuait sur l'Asie du Sud-Est. On avait des grossistes, à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, en Philippines, un petit peu partout, à Hong Kong, bien évidemment. On faisait des tubes on avait comme concurrents les Japonais qui avaient zéro défaut, donc c'était pas simple, on dira. Et puis, on a développé l'activité sur tous ces produits blancs, à savoir machine à laver, chauffe-eau, chaudière. Donc, on travaillait avec les grands de l'électroménager français. On travaillait avec Brandt, LM Leblanc, Thermor, Sauter. Et assez rapidement, en fait, on a tourné nos ambitions vers le marché chinois. Donc, on a commencé à distribuer sur la Chine dès 1995. En 1996, on avait un bureau de représentation à Shanghai. Et à l'époque, le marché n'était bien évidemment absolument pas structuré. Il n'y avait pas la distribution du bricolage qui peut exister aujourd'hui en Chine. La distribution se faisait par les department stores, les grands department stores chinois qui avaient un étage sur lequel ils mélangeaient un petit peu tout. Et le problème numéro un, en fait, ce n'est pas tant la distribution que l'import. C'est-à-dire que les droits de douane étaient monumentaux. Les réseaux d'import et de distribution locaux, une fois les produits arrivés en Chine, étaient quand même assez chaotiques. La logistique, ce n'était pas tout à fait encore ça. Donc, on a plus une problématique en fait d'import et ensuite, bien évidemment, de mise sur le marché que purement de distribution, puisque cette distribution n'existait pas réellement. Donc, derrière, il n'y a pas tellement de formation de vendeurs, il n'y avait pas d'explication en B2C, il n'y avait pas de contact avec le consommateur. C'était vraiment de la mise sur le department store. Et ça se vendait quelque part un peu tout seul, parce que si tu me dis que tu n'avais pas à faire ce travail, c'est que quoi, là, il y avait une telle rareté dans les produits, c'était tellement niche que quoi. Oui, franchement, il y a 10 ans où on mettait n'importe quoi. Pendant 10 ans en Chine, on mettait n'importe quoi sur les étagères, ça se vendait à peu près, quoi. Donc, et ça, ce sont des mauvaises habitudes que beaucoup de gens ont pris. C'est-à-dire que le marché était tellement captif qu'à partir du moment où on avait un accès au marché, on arrivait à vendre. Et ça s'explique comment? C'est qu'il y avait peu d'acteurs ou c'est la difficulté à importer que tu viens d'expliquer? C'était peu d'acteurs internationaux à cause de la difficulté à importer et encore peu d'acteurs domestiques sur des produits qu'ils ne maîtrisaient pas bien. Alors, attention, ensuite, les acteurs domestiques ont progressé extrêmement vite, ils ont appris et puis après, ils sont devenus imbattables.
Et toi, en termes. l'importation, oui, bien sûr. Et l'importation, toi, comment est-ce que tu démerdais ces aspects-là? Enfin, il y avait des aspects un peu à la chinoise où il fallait trouver des solutions. Enfin, c'était comment? On trouvait des importateurs à Hong Kong qui nous ouvraient des lettres de crédit, à qui on donnait les produits, et puis on faisait semblant de ne pas comprendre où ça partait ensuite. Et eux se débrouillaient à faire importer les produits par leur propre réseau et les revendaient derrière au contact que l'on avait créé. Donc on travaillait avec des importateurs qui nous ouvraient des lettres de crédit à Hong Kong, qui se débrouillaient pour faire passer les produits de l'autre côté de la frontière et qui ensuite revendaient à nos contacts commerciaux. Mhm. Eux permettaient de rentrer les produits qui autrement auraient eu à payer des taxes de 90 ou 100% sur des prix un peu plus compétitifs. Alors, les produits étaient ensuite légalement vendus en Chine. On avait tous les papiers nécessaires. Mhm. Mais c'était le métier de l'importateur de s'assurer que c'était fait de façon compétitive. Et Ouais, bien ensuite, sûr. on Ouais. Mhm. travaillait avec le department store XYZ à qui on vendait la marchandise, à qui on essayait d'expliquer un petit peu comment vendre les produits de façon efficace. Mais voilà, il y avait peu de concurrence internationale, il y avait une concurrence domestique très faible. On arrivait avec des très beaux produits français qui étaient vendus cher, qui correspondaient à un besoin et à une niche. Euh, Ensuite, le marché, les acteurs, notamment ailleurs, par exemple Qingdao, sont des géants des produits blancs, ont développé une offre locale extrêmement compétitive en termes de prix, en termes de produits, en s'inspirant fortement de ce qu'on apportait. Hein. C'est un produit qui ont été copiés. Bon. Mhm. Mais à ce moment-là, le marché devient plus compliqué, notamment quand on n'a pas vraiment réussi à construire une marque, puisque cette distribution ne permet pas de construire une marque, elle permet simplement de passer des volumes. C'était Euh, une problématique que tu avais en tête quand même, qu'il fallait construire une marque pour miser sur le long terme. Pas vraiment à l'époque. Je pense qu'à l'époque, personne n'avait vraiment de recul. On était content de pouvoir vendre des gros volumes sur la Chine. Je pense que nos principaux, eux, avaient ça en tête, mais avec des occupations sur d'autres marchés en parallèle, et la Chine n'étant pas nécessairement le marché prioritaire, le marché numéro un, parce que les volumes n'étaient pas en comparaison de ce qu'ils pouvaient faire si en Belgique, si en Italie ou en Allemagne à partir de la France. Mhm. Et ce qui est un petit peu un résumé de ce qui se passe pour beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire que tant que la Chine n'est pas considérée comme un marché prioritaire, les choses sont faites à distance et pas forcément comme elles devraient l'être. Euh, donc, et là, c'est peut-être mon point numéro 2. Pour un grand nombre d'entreprises, travailler en Chine correctement, ça veut dire qu'à l'horizon de 10 ans, la Chine devient le marché numéro 2, voire le premier marché de la marque. Mhm. Prendre les choses telles que et se mettre sur une stratégie de vraie croissance, de vraie localisation et pas considérer la Chine comme un export XYZ. On ne peut pas comparer la Chine à l'Allemagne quand on est en France ou à l'Italie ou à l'Angleterre. Et ça devient Si même on vrai vient en pour Chine, réussir. Si on veut réussir en Chine aujourd'hui, si on mise pas massivement, c'est difficile, quoi. si on n'a pas ce mindset, c'est ce changement d'état d'esprit qui consiste à se dire que si on vient en Chine, c'est pas. Alors attention, ça dépend de la taille de l'entreprise, bien évidemment, et des ambitions. Hein. Mais ça peut pas être, on ne peut pas mettre la Chine et traiter la Chine au même niveau qu'on traite les autres marchés d'export. C'est pas possible. C'est un monde en soi-même. Mhm. Donc, et ça, effectivement, nous, on était beaucoup trop tôt à l'époque. Encore une fois, il n'y avait pas de distribution établie. On était beaucoup trop tôt pour comprendre ces choses-là. Et puis, de toute façon, on n'avait pas les produits, on avait des produits internationaux, on n'avait pas les produits qui auraient permis de faire des énormes volumétries. On était sur des produits de niche, par définition. Mhm. Tout à fait, ouais. Et donc, tu as fait ça pendant quelques années, et ça J'ai fait nous ça amène pendant à la 5-6 prochaine étape. ans. Ouais. Ensuite, 1998 est passé par là, donc première grosse crise financière. Nous étions une petite entreprise, on avait bien évidemment de la trésorerie très tendue puisqu'on vivait sur nos commissions. On payait relativement bien nos équipes. Donc 98 nous a fait beaucoup de mal parce que tout s'est arrêté pendant 6 mois, 9 mois. Les imports se sont arrêtés, les achats sont arrêtés. Donc bien évidemment, décalage de rentrée, décalage de trésorerie. Donc j'ai dû m'arrêter et chercher du travail. Et je suis revenu dans le corporate. Je suis parti à Pékin, à Sopexa. Alors, la Sopexa, c'est la Société pour l'expansion des ventes des produits agroalimentaires français. C'est
c'était à l'époque une entité, une extension du ministère de l'Agriculture qui avait pour objet de promouvoir les produits agroalimentaires français à l'international. Et la Sopexat avait des bureaux, enfin toujours des bureaux, que ce soit en Europe, donc sur des pays très mûrs comme Londres, Berlin, Rome et autres, ou que ce soit aux États-Unis, ou que ce soit à l'époque, effectivement, sur l'Asie et l'Asie du Sud-Est. Donc, la Sopexat avait des bureaux à Singapour, en Chine, en Grande Chine, Taïwan, Hong Kong, Pékin, Shanghai, en l'occurrence pour moi, le Japon, la Corée. Et ma mission principale à l'époque était de promouvoir les vins français, en définitive. Donc, j'étais basé à Pékin, et on était. Alors, un tout petit hiatus dans la mesure où les exportateurs français, les filières françaises sont très bien organisées, notamment dans l'agroalimentaire, parce que ça fonctionne par filière. Donc, il y a le vin, pardon. Et au sein du vin, à l'époque, il y avait l'Omnivin qui était la grande association qui dirige ou qui coordonne la filière. Et ensuite, chaque région a son organisation, son bras pour faire de la promotion marketing à l'international. Donc, le CIVB à Bordeaux, bien évidemment, la même chose pour les vins de Champagne, la même chose pour les vins de Bourgogne, la même chose pour les vins de Pays de Loire. Alors, autant ça fait du sens sur les marchés très mûrs, bien évidemment en France, et sur les marchés mûrs sur lesquels la segmentation finalement de l'offre permet d'augmenter les volumes, autant sur un marché totalement naissant comme la Chine il y a 20 ans où objectivement, ils ne savaient pas ouvrir une bouteille de vin. Ils pensaient que le vin blanc, c'était du vin rouge avec de l'eau, et j'exagère pas. Ils servaient le vin dans des verres, soit ça débordait, soit il n'y en avait pas assez, soit ils mettaient des glaçons. Enfin, on avait tout. Parfois dans des grands crus, ouais, on a tous entendu ces histoires où on les a vécues, effectivement. Oui, donc, mais simplement parce que c'est un nouveau produit qui arrivait, qu'il fallait faire de la formation, qu'il fallait déjà expliquer pour commencer aux serveurs dans les restaurants comment est-ce qu'on ouvre une bouteille et comment est-ce qu'on la sert et pourquoi est-ce qu'une bouteille peut être finalement tournée, pourquoi est-ce qu'un vin peut être mauvais et il faut simplement le renvoyer à ce moment-là. Bon, on avait, nous, deux objectifs principaux. Un, la formation du trade, et ça, c'était fondamental parce qu'on ne peut rien faire sans ça. Et puis, on avait encore une fois un go-to-market, à savoir essayer de mettre les produits dans la grande distribution, et notamment la grande distribution française qui se développait à l'époque en partenariat avec des enseignes telles que Carrefour ou Auchan qui ouvraient pas mal en Chine. Et on était sur la vente de produits français. Effectivement, aller plus loin dans l'explication et essayer d'expliquer la différence. Alors, on essayait d'expliquer la différence entre un produit français et un produit australien, bien évidemment. Ou un Français et un Italien, mais ensuite essayer d'expliquer la différence entre un Bordeaux et un Bourgogne à ce niveau-là, c'était quand même très compliqué. Donc, objectif numéro un, c'était la vente du vin, sachant qu'à l'époque, il y avait énormément de restrictions encore en Chine sur l'import des produits agroalimentaires. Hein. Il y avait toutes ces barrières non tarifaires, réglementaires sur la viande, la charcuterie, le fromage. Donc, on était quand même très focalisé sur le vin. Voilà, donc belle expérience intéressante relativement du go-to-market et du réglementaire à Pékin. Des belles années à Pékin. À l'époque, il faisait beau, il y avait un grand ciel bleu, il n'y avait pas d'embouteillage. Donc, tu as apprécié Pékin, parce qu'après Hong Kong, Shanghai, tu découvrais Pékin, tu sortais de ton côté entrepreneur pour reprendre un job salarié, c'est ça? Donc, gros changement dans ta vie. Oui, après 9 ans à Hong Kong, donc j'ai découvert Pékin. Je n'avais pas encore été à Shanghai. Et je découvrais Pékin. C'est l'époque où Pékin postulait pour les Jeux Olympiques. Donc, il peignait la pelouse en vert quand le comité olympique arrivait et se baladait en bus dans Pékin. Ça, je l'ai vu. Hein. Donc, c'est pas une légende. Donc, c'est extraordinaire. Donc, on appelait ça les 30 feet buildings. C'est-à-dire qu'il repeignait les façades des immeubles jusqu'à 10 mètres derrière, mais il ne faisait pas l'arrière, il ne faisait pas les côtés. Donc, on avait des avenues qui étaient magnifiques, mais c'était vraiment un décor de carton-pâte. À la première pluie, j'imagine que ça partait. Quoi. Non, c'était extraordinaire. Mais Pékin, c'est très sec. Donc, forcément, l'herbe est un peu verte, jaune en hiver. Et ils avaient les visites du comité olympique, ils peignaient tout. Donc, ça, c'était extraordinaire. Donc, je suis parti, en fait, à Shanghai après ça pour terminer mon MBA que j'avais commencé au CIBS. Et c'est là qu'on est arrivé à Shanghai. Je travaillais sur un projet mais qui n'avait pas abouti. Je voulais ouvrir une chaîne de distribution de magasins de vin, en fait.
mais D'accord. ça n'a pas abouti. Ouais. Et à partir de là, on est revenu sur Hong Kong pour une période de 12 ans. Je suis revenu à Hong Kong pour une société de parfum qui m'a demandé d'ouvrir son bureau asiatique à Hong Kong. Et alors, c'était très intéressant parce que c'était une société de parfum de mastige, hein, c'est-à-dire c'est des produits un petit peu masse qui se vendent dans toute la distribution, qui sont très influencés par des essences connues. Mais en fait, on n'avait pas du tout la bonne offre. Et c'est pour ça que c'était très intéressant parce que ça m'a obligé à véritablement localiser l'offre au maximum. Et c'est là que j'ai compris à quel point il était fondamental d'être capable vraiment d'ajuster l'offre. Euh, donc, théoriquement, ça paraît évident, mais finalement, il y a peu d'entreprises qui le font correctement et qui y arrivent. Donc, Mhm. on avait des produits qui étaient très performants, notamment pour le marché du Moyen-Orient, où le marché du parfum là, se fait par container et container, mais sont des grosses bouteilles, c'est la concentration est très élevée, c'est des senteurs très fortes, très sucrées. Et ce n'est pas du tout le marché asiatique. Le marché asiatique, sont des plus petits containers et des petites bouteilles, sont des concentrations plus faibles, sont des choses plus florales. Et il a fallu qu'on adapte très, très fortement finalement notre offre au marché local et la société n'était pas tout à fait capable de le faire. Donc, je les ai accompagnés sur ce développement local avec des solutions locales, Donc, c'est-à-dire non seulement, l'embouteillage local. adapter non seulement, enfin, on pense tout de suite quand tu dis adapter, qu'il faut s'adapter du type de parfum, quoi, des senteurs. Mais c'est bien plus que ça, là. Tu parlais du niveau de concentration, de la taille, même des flacons, c'est ça? Et comment est-ce que tu as Oui, fait oui, ça? tout Je veux à dire, fait. est-ce que tu as testé avec des consommateurs potentiels? Comment est-ce que tu as fait ces adaptations? Alors, on travaillait avec des distributeurs, donc on a travaillé main dans la main avec nos distributeurs. Et quand effectivement ils nous demandaient là où on vendait du 100, voire du 150 ml à l'époque, nous on passait sur du 30 ou du 50 avec de l'embouteillage local. Mhm. Alors aujourd'hui c'est un petit peu plus la norme hein, parce que tout le monde a compris, mais à l'époque, il y a une vingtaine d'années, on était un petit peu quand même assez Et précurseur défricher là-dessus. le terrain, ouais. Et puis, effectivement, la concentration, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait de l'embouteillage local. Donc, on faisait venir ce qu'on appelle les jus de France, et puis on faisait la concentration et l'embouteillage local. Donc, avec l'ADN du parfum, c'est le jus, c'est le jus qui venait de France, donc c'est la senteur. Hein. Ensuite, qu'il soit 7%, 8%, 9%, 12%, 15%, ça, on décide localement et on le fait au moment de l'embouteillage de concentration. Donc, on fait ce travail localement en coopération, partenariat avec nos distributeurs qui étaient soit au Japon, qui étaient soit en Corée, qui étaient en Australie, qui étaient en Thaïlande et qui nous demandaient ces adaptations, en fait. D'accord, très bien. Et donc, tu vendais à travers des réseaux donc de distribution. Donc, c'était des partenaires distributeurs. C'était des marques en fait. Enfin, je vois Odéon Parfum, c'est ça, c'était le nom de la société. Après, il y avait différentes marques. Oui, oui. Alors, encore une fois, le mastige, il y a deux choses. Hein. Il y a pas de marque, il y a des produits qui sont des produits génériques. Donc, on vend dans les parfumeries ou dans les drogueries à Hong Kong sont les Watsons, les magasins de ce type-là qui sont très présents en Asie, hein, qui sont le système anglo-saxon des grandes drogueries dans lesquelles on trouve les produits d'hygiène, un petit peu de médicaments éventuellement. Bon. Donc on vendait dans ces réseaux-là, donc nos distributeurs vendaient eux dans ces réseaux-là. Et puis on avait effectivement l'exploitation de quelques marques en licence, donc qui étaient des marques. En l'occurrence, je crois qu'on travaillait à l'époque avec Ventilo, qui était une marque de vêtements parisienne. On avait la licence parfum avec Rodier, qui existait encore au niveau du vêtement pour lequel on avait la licence parfum. Euh, bon, donc là, effectivement, il y avait un petit peu plus de création de marque et de Mhm. création de contenu. Mais sinon, on est sur de la distribution de senteurs en droguerie, essentiellement à travers l'Asie du Sud-Est, sur des prix relativement bas. Hein. C'était des bouteilles à 1 $ la bouteille. C'était ça l'argument Ah, principal d'accord, ok, vraiment abordable, quoi. D'accord. Et donc là, tu étais déjà dans la distribution, dans le retail, et tu as continué ta carrière dans le retail, si je me trompe pas? Alors là, j'étais effectivement, la distribution dans le wholesale et l'ajustement de produits. Et, euh, et j'ai été contacté pour prendre la direction régionale de Aigle, donc Aigle International, qu'on connaît en France pour les bottes en caoutchouc.
Aigle venait de monter une joint venture en Chine avec un très gros acteur du sportswear, venait de signer une licence en Corée et reprendre sa distribution en propre à Hong Kong. Donc, ils se sont dit, il faudra peut-être qu'on mette un petit peu quelque chose là-bas. Je pense que c'était un petit peu une autre époque, surtout pour Aigle à l'époque, qui était une société qui s'était développée assez rapidement sur quelques succès commerciaux et qui était dont à la tête, il y avait vraiment des entrepreneurs qui étaient des gens du produit. Et ils cherchaient un petit peu une boîte à outils en fait, pour prendre leur direction régionale. Donc, ils m'ont embauché avec pour mission de développer la Chine, bien sûr, coordonner un petit peu l'image à travers ces marchés et assurer une croissance stable pour les années suivantes. Et ça a été une bonne expérience. Je suis resté 10 ans chez Aigle, donc j'étais le premier au bureau régional. On a très fortement développé le business puisqu'on a pris, quand je suis parti, l'Asie faisait plus de la moitié du chiffre d'affaires, à la fois intégré et consolidé de la société, et bien évidemment, les profits venaient tous d'Asie. On a développé un dans les modèle 300 magasins, c'est ça? Oui, absolument. Donc, on a développé un modèle essentiellement retail. On avait des franchisés, mais on était sur de l'excellence retail. On a créé une collection régionale à Hong Kong, donc, qui permettait de diffuser un cœur de collection très fortement influencé et développé en partenariat avec le bureau de style en France, mais développé en Asie. Donc, un point important, un style en France, mais développement en Asie. Donc, ce cœur de collection que l'on revendait à nos marchés, qui a permis d'assurer la croissance avec des expertises locales, bien évidemment, des différents bureaux, que ce soit en Chine, à Hong Kong, à Taïwan. Au Japon, on avait différents modèles. On avait des licenciés, on avait des distributeurs, on avait des filiales. Tout ça, c'est partie de la complexité de distribution des grandes marques internationales. Mais à la fin, ce qui compte, c'est que pour le consommateur, ce soit une marque unique avec une offre localisée, mais marquée dans le sens de la marque. Voilà, donc on était effectivement à partir de Hong Kong. Moi, j'étais responsable régional, donc je voyageais beaucoup. 10 années qui sont passées extrêmement vite. Mes filles sont nées à Hong Kong, donc pas vraiment plus de temps passé. Et ça m'a amené jusqu'à 2016, je crois, quelque chose comme ça. Et juste pour comprendre, donc quand tu dis style en France, développement en Asie, ça veut dire que tu t'occupais de tout le business Asie, toutes les boutiques, etc. Mais il y avait aussi un côté production et conception des produits, même jusqu'au design, de prendre en compte le marché asiatique en termes de goût pour les produits. Comment ça se passait? Absolument. Donc, on avait au sein du bureau régional, on a mis en place, en fait, on avait des licenciés en Asie, donc ils faisaient chacun leur collection, et qui achetaient la collection internationale, qui était développée en France, mais qui développaient leur collection. Donc, typiquement, ils achetaient 20% de leurs besoins à la collection internationale et ils développaient en licence leur collection locale. Alors, quand on a des licenciés, l'avantage, c'est qu'ils sont très proches du terrain. L'inconvénient, c'est qu'on a tendance à tirer la marque dans des directions qui ne sont pas forcément celles que l'on pourrait souhaiter. Surtout s'ils ont du succès commercial. Donc, on a mis en place ce qu'on a une manière appelé la polie de le collection dire, là, Asie. non? Parfois, le contrôle de la marque en Asie, on est moins poli face à ces choses qui peuvent se passer dans les boutiques, etc. On le perd rapidement dans la mesure où la croissance peut être très importante et que le partenaire va prendre beaucoup de poids. Donc, à partir du moment où il ouvre 100, 150, 200 magasins et qu'il fait une grosse partie du chiffre, on a du mal et puis, il connaît son marché, mais il tire la marque dans une direction qui n'est pas forcément celle de la marque, mais qui est plus celle du marché. Donc, il faut trouver le bon équilibre, en fait. Moi, c'est tout ça. Quand j'ai travaillé chez Peugeot en Chine, ça les rendait fous parce que les distributeurs, les concessionnaires vendaient les voitures sous plastique. Ils n'enlevaient pas le plastique pour que ça fasse neuf. Et c'était des petits détails qui rendaient fous toutes les équipes marketing, etc. françaises. Donc, on a tous eu nos petits écueils, effectivement. Mais donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une collection qu'on a appelée Collection Asie. Pour certains, on a repris les droits de licence, ou en tout cas, on les a fortement contraints sur des développements très réduits localement. Et on a créé une Collection Asie qui était le nucléus, en fait, de la collection pour tous les marchés et qui était fondée sur deux principes. Un, design par le studio en France, impératif, donc il n'y a pas de design en Asie, mais merchandising et concept en Asie. Donc, typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on peut apporter aux studios en France et aux bureaux de développement en France des besoins dont ils n'auraient pas forcément, connaissance. Il y a des catégories complètes de produits qui n'existent pas en Europe et qui sont importantes ici. Donc, il ne faut pas passer à côté. Et deuxièmement,
dans nos industries. Et ça existe dans beaucoup d'industries. Le marché ici est simplement différent. Donc, il faut exprimer ce besoin, Tu peux donner un mais le exemple développer. pour Aigle? Quelle catégorie de produits, par exemple? Pour Aigle, à l'époque, il y avait 2 catégories qui ensuite se sont développées, parce que les marchés après peuvent éventuellement s'harmoniser un petit peu. Mais à l'époque, on était sur des catégories de ce qu'on appelle de base layer, c'est-à-dire de t-shirts, de polos techniques. Ce qui n'est pas forcément le marché en France. Alors en Asie, tous les t-shirts, tous les polos sont des produits dry fast, techniques. C'est-à-dire sont des produits qui sèchent rapidement, qui sont anti-UV. Donc finalement, c'est du poly quelque chose. Alors qu'en Europe, on est sur du coton organique, on n'est pas du tout sur la même offre. Et dès qu'on passe sur des produits techniques, on considère que c'est du sportswear. Alors qu'ici, on va le porter non pas comme du sportswear, mais comme du lifestyle. Donc, c'est le produit de la marque avec un fondamental technique. Donc ça, effectivement, on allait nous développer ces catégories complètes de polo techniques sur la base de design européen, mais fabriqué en Asie sur des matières techniques et non pas du coton organique. Ça peut être une catégorie. La deuxième catégorie, ça va être notamment chez nous à l'époque, parce que les choses ont évolué, mais c'était ce qu'on appelait la doudoune légère. Donc la catégorie de doudoune très, très, très légère, qui n'existait pas nécessairement sur le marché français et qui est une catégorie fondamentale ici. C'est la même chose sur ce qu'on appelle le très lightweight, c'est-à-dire ces nylons extrêmement légers que l'on porte ici parce que quand on sort, il fait 30 degrés et puis on rentre dans le métro. À Hong Kong, tu dois connaître ça. À Taïwan, c'est pareil. On rentre dans le métro, il fait 16. Donc, on met une petite veste très, très, très légère qu'on a dans le sac. Ce sont des catégories de produits qui n'existaient pas, en tout cas à l'époque en France. Donc, il y a une chose, c'est ces catégories de produits qui sont nécessaires pour le marché local, en l'occurrence la Chine, Hong Kong, Taïwan, etc., l'Asie, mais qui n'existent pas forcément dans la collection France ou la collection internationale. Et puis ensuite, il y a des retraitements de matière, il y a des retraitements de taillants, il y a des retraitements de couleurs. C'est-à-dire qu'il faut reprendre la collection internationale sur des matières souvent plus légères pour le marché ici. Les gens ont un physique un peu plus petit, donc ils ne peuvent pas porter des pièces très lourdes. Et puis, les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis, les taillants, bien évidemment, ne sont pas les mêmes. Donc, il y a un retraitement à faire sur la collection. Et c'est pour ça que les licenciés sont efficaces, parce qu'ils sont proches de leur marché. Mais nous, on faisait ça. Donc, on faisait ces 2 pans principaux de retraitement de la collection et on la traitait localement sur Hong Kong. Donc, on la développait, on l'achetait à partir de Hong Kong, c'est ce qu'on appelait la collection Asie, pour les marchés chinois, taïwanais, hongkongais, le Japon, la Corée. Bon. Alors, il y a toujours un contenu local. Hein. Et en termes de commerce, je voulais te demander, enfin, je ne veux pas te couper, excuse-moi, mais je vois que tu étais là, donc c'est 2006 à 2016, c'est ça? Tu as dû voir l'éclosion du e-commerce chez Aigle, si je ne me trompe pas. Oui, alors on l'a vu. Alors à l'époque, Aigle on était des retailers. Hein. Donc c'est compliqué en fait pour des retailers de passer à com parce que surtout à l'époque, on avait nos distributeurs, nos partenaires, nos bureaux avaient le sentiment que ça allait cannibaliser leurs ventes en magasin. À Hong Kong, quand on paye des loyers monumentaux, on n'a pas forcément envie de voir les ventes partir en e-com. Donc on était plus au tout début de l'e-commerce, on était plus sur des notions de concurrence de réseau que de complémentarité de réseau. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui ne parle pas d'omnicanal. Bien évidemment, aujourd'hui, on comprend que les réseaux sont totalement complémentaires. Et on comprend. Alors, en Chine, par exemple, il y a un overlap entre le consommateur en magasin et le consommateur online qui est de 10 ou 15% seulement. Donc, on comprend bien qu'il y a des complémentarités de réseau. Mais à l'époque, on était sur le click and collect, on était sur le website, machin, blablabla. Bon, le website commercial. Il a fallu faire changer un petit peu les mentalités. Il a fallu déjà qu'on travaille en interne sur ce que voulait dire passer d'un site corporate à un site marchand. Donc, c'était les tout débuts, les balbutiements. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est le moment où je suis parti en Chine et où j'ai été m'installer à Shanghai pour Jack Wolfskin. Là, on est venu me chercher pour prendre la direction de Jack Wolfskin, qui est une marque d'abord allemande à Shanghai. Donc là, on était sur des dimensions, on avait 700 magasins, on faisait 2 milliards de renminbi de chiffres en sell-out, donc c'était plus important. Une marque présente en Chine, quoi, qu'on voit partout, quoi. 700 magasins, ouais, c'est costaud. Hein.
Ouais, dans le Nord, à l'époque, c'était la troisième marque internationale d'outdoor, essentiellement dans le Nord et le Nord-Est. Mais en fait, c'était le tout début de la vraie digitalisation en Chine. Et là, les mandats étaient digitalisés, de reprendre en main le digital de l'entreprise parce que ça avait été délégué à un wholesaler et c'était mal fait. Donc, on a dû reprendre en main toutes les plateformes, c'était très excitant. Et je me suis retrouvé dans les. Et c'était quand même le balbutiement du transactionnel en Chine à ce moment-là. Donc, c'était très, très intéressant d'arriver au moment où les choses évoluaient très, très vite. Du transactionnel, Et, c'est-à-dire? c'est-à-dire que c'est le moment où finalement le développement de l'e-commerce a vraiment explosé parce que les paiements digitaux se sont démocratisés et en sont. C'est par accident, Tencent, il y a 5-6 ans, a créé des enveloppes rouges, de Hongbao, des cadeaux que se font les gens, de l'argent liquide en transaction digitale, en fait, sur la plateforme D'accord. WeChat, Donc des petites équivalent enveloppes de rouges WhatsApp. virtuelles qui sont Ah, c'est ça. traditionnelles en Chine, mais qu'on peut s'envoyer à travers l'app pour donner de l'argent à ses amis ou à sa famille, C'est, quoi. c'est ça. Donc, ils sont partis de ça. Et à partir de là, ça a explosé et tout le monde s'est rendu compte qu'il était tellement plus simple de s'envoyer de l'argent par le téléphone. Et c'est le moment où finalement les transactions sont digitalisées. Et c'est pas par carte de crédit, peu de gens utilisent les cartes de crédit ici. Finalement, c'est totalement digital par téléphone. Et c'est ce qu'on appelle donc le transactionnel. Et à partir de là, à partir du moment où tout le monde a commencé à payer tout par niveau digital par téléphone, l'e-commerce s'est développé sur tous les canaux. Donc, on est sorti des plateformes typiques, alors qui existent, hein, bien évidemment, le site e-commerce comme on l'a en Europe, qui est le brand.com, mais ça a explosé et on est parti sur les plateformes qui ont explosé en B2C, les Tmall, les Jingdong, mais toutes les autres plateformes qui peuvent exister. Parce qu'il n'y a pas que Tmall et Jingdong, il y a des dizaines de plateformes spécialisées sur différents produits. Et puis, il y a WeChat qui fait du transactionnel, et il y a énormément d'acteurs qui font du transactionnel. Et tout ça, c'est parce qu'effectivement, ces paiements électroniques, tout le monde est très, très confortable et très simple, et tout le monde est très confortable par le fait de payer de façon électronique. Donc, moi, je me force à avoir un billet de 5 renminbi dans la poche au cas où mon téléphone ne marcherait plus. Mais on a absolument plus de paiement autre que de façon digitale aujourd'hui en Chine. D'accord. Mhm. Et ça s'est fait sur les 5 dernières années. Et donc, C'est assez fascinant. tu devais gérer donc tout ce parc de 700 magasins et l'activité e-commerce qui devait se passer essentiellement donc sur ces grosses plateformes, quoi, sur Tmall, sur JD et après les plus petites, donc du Xiaohongshu et compagnie. Oui, Avec donc ton activité brand.com, le site Jack Wolfskin, qui devait pas être très actif parce que ça se passe essentiellement sur les plateformes, c'est ça? Et un aspect alors, omnicanal aussi, je veux dire, ou une concurrence parfois peut-être entre le online et le offline. Enfin, comment tout ça s'organisait, comment t'orchestrais cette machinerie? c'est ça la difficulté, c'est qu'on avait 700 magasins en franchise en fait. Donc, et que les franchises souffrent pas mal parce que généralement mal placées dans les department stores dans le nord-est de la Chine. Donc, on avait un joli retournement de business à faire. On devait ouvrir des magasins en propre et on devait mettre en place en parallèle des canaux de distribution online sur notre propre, les deux plateformes principales hein, qui sont Tmall et Jingdong, sans concurrencer le business de nos franchisés. Ce qui Et est pas vraiment c'est la possible quelque difficulté. part, non? Techniquement, il y a. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, la difficulté pour beaucoup de marques qui ont développé des forts réseaux de franchise, c'est que l'e-com s'est greffé ensuite. Et quand on commence de zéro, comme on le fait avec Nivos, on a une stratégie omnicanale dès le départ, mais quand on a dû greffer un réseau, reprendre la main sur un réseau digital alors qu'on a un fort réseau de franchisés, ça veut dire qu'on gère bien évidemment le réseau digital en pensant aux franchisés. Donc, on a éventuellement une collection différenciée. On évite d'avoir des discounts trop élevés. On les prévient quand on va faire des opérations importantes de déstockage. On essaye de ne pas faire trop longue. Bon, il y a un certain nombre de choses sur la gestion digitale. Et puis, il y a la gestion du franchisé aussi, notamment la gestion des retours. Donc, on évite qu'ils se retrouvent, eux, à faire des énormes discounts de leurs produits parce que sinon, on se retrouve tous simplement à faire des gros discounts online ou offline. Donc, ça veut dire gérer à la fois l'offline et l'online de façon un peu différente.
Et là, tout le monde tâtonnait, hein, tout le monde apprenait un petit peu parce que c'est arrivé assez rapidement, de façon violente. Et le problème du digital, le problème de l'e-com, c'est qu'encore une fois, on ne s'adresse pas forcément aux mêmes consommateurs, on ne vend pas forcément les mêmes produits, mais la visibilité de la plateforme digitale est décuplée par rapport à la visibilité du magasin. Donc, on peut faire un très bon très bon travail en magasin sur son réseau. Si on ne travaille pas bien son digital, en fait, la visibilité est décuplée par rapport aux ventes. On fait 15%, 20% de ses ventes online. Encore une fois, pas forcément aux mêmes clients, mais tout ce qu'on fait online se voit. Donc, dès qu'on fait un discount à moins 15, à moins 20, à moins 30 sur une plateforme, ça se voit et ça se ressent ensuite sur le marché offline. Donc, aujourd'hui, les gens font les choses de façon un peu différente et on est vraiment sur l'omnicanal et on considère Tmall comme un outil de branding autant que hier, le brand.com pouvait être un outil de branding. Donc, à la limite, c'est pas, on veut faire des ventes, bien évidemment, sur Tmall, mais le Tmall devient un touchpoint avec le consommateur aussi important qu'un autre média, un social media comme WeChat, comme effectivement Little Red Book ou Douyin ou autre, enfin TikTok. Donc, dans ce sens-là, je pense que les choses évoluent un tout petit peu. Mais c'est relativement récent. Et jusqu'à présent, effectivement, on avait cette concurrence relativement accrue, en plus exacerbée par le jeu des plateformes qui font en sorte de, en permanence, tirer les prix vers les bas. Il ne faut pas jouer le jeu des plateformes. Ce ne sont pas les amis des marques. pour dire et en termes de management, donc je vois que tu manageais 125 staff, sans même compter tout le staff dans les magasins. Comment ça se passait de manager d'être patron d'une telle équipe en Chine? À la fin, quand on manage 150 personnes ou quand on manage 6 000, on gère 10 personnes. Il faut être honnête, on a les direct reports, on travaille sur l'exécution. Bon, ce qui est important en Chine, effectivement, c'est toutes ces organisations d'événements corporate, internes, les dîners annuels, les grandes réunions, les anniversaires, les ci et les ça, pour que toutes les équipes se sentent bien soudées. Chez nous, en l'occurrence, je crois qu'on avait 25 personnes à Pékin, une centaine de personnes au bureau à Shanghai. On connaît rapidement tous les visages, mais enfin, moi, je travaillais avec mes 8 ou 10 direct reports, enfin, mon comité exécutif. D'accord. La taille, forcément, en Chine, les réseaux sont importants, donc on a rapidement du monde. D'ailleurs, il faut faire un tout petit peu attention, on a tendance à avoir… moi, j'ai plutôt réduit la taille des équipes, parce que quand on a l'assistant de l'assistant de l'assistant, on sait qu'on perd en efficacité, quoi. Mais c'est parce que c'est assez rapide. On a tendance à rajouter des étages et des étages au millefeuille organisationnel, donc on perd beaucoup en efficacité. Mais c'est pas des équipes monumentales. D'accord. Et je crois que c'est chez Jack Wolfskin que tu as eu à faire donc un rachat par un gros acteur de la finance, c'est ça, ou un investissement Oui, alors moi je suis arrivé chez Jack Wolfskin, j'ai été embauché par Blackstone, qui est un des fonds les plus importants d'investissement. Des gens qui ne connaissent pas grand-chose à ce domaine d'activité. Qui ont acheté Jack Wolfskin en 2 fois. En fait, ils ont acheté d'abord la société en Europe et ensuite la filiale chinoise au distributeur, qui ont fait un énorme leverage. Ils ont mis peu en cash et énormément de dettes, et que cette dette il fallait la rembourser. Donc, le système de ces achats par LBO, par dette, c'est que la dette est placée au sein de l'entreprise. Donc, c'est la boîte qui se rachète elle-même, qui devait payer les 350 millions d'euros de dette. Alors, tant que le modèle économique fonctionne, qu'on est sur le modèle de wholesale qui était qui était le modèle de départ de Jack Wolfskin, qui était très performant avec des marges assez importantes et surtout des générations de cash importantes, ça peut fonctionner. Mais les choses ont évolué en Europe comme partout. Jack Wolfskin a dû passer sur un modèle retail, intégrer un certain nombre de ses franchisés en interne. Ça veut dire que les flux de cash sont totalement différents et la société, bien que en croissance, bien que profitable et dans les moyennes de l'industrie finalement, s'est retrouvée dans la capacité de rembourser la dette puisque les montants mensuels à payer étaient trop élevés par rapport à la génération de cash. Donc, dans un cas pareil, les entreprises sont obligées de faire ce qu'elles appellent une renégociation de leur dette. Donc, elles vont voir leurs banquiers ou les gens qui détiennent la dette
Et les gens qui détiennent la dette sont des animaux assez étranges. Essentiellement, en ce qui nous concerne, c'était des sociétés à Londres, des gens qui achetaient de la dette à 50 centimes pour le dollar, ils la revendaient à 60 centimes pour le dollar 3 mois après, sans se soucier de ce qu'il y avait derrière, en fait. Donc, les actifs en eux-mêmes les intéressent peu. Ce qui les intéresse, c'est le flux achat-vente. Mais Blackstone, faisant face à la nécessité finalement de refinancer, de remettre au pot sur un actif dont ils étaient propriétaires depuis 7 ou 8 ans, et sur lequel ils avaient déjà fait un tour de refinancement, n'a pas souhaité remettre au pot, et ce sont les propriétaires de dette, donc les créanciers, qui du jour au lendemain se sont retrouvés propriétaires de l'entreprise. Et là, on se retrouve face à un pool de 20 sociétés de crédit qui n'ont rien en commun si ce n'est de posséder des dettes d'une entreprise, qui se retrouvent propriétaires d'une boîte à laquelle, bien évidemment, ils ne connaissent rien du tout, et qui n'ont qu'un objectif, c'est de la vendre plus vite et de récupérer leur cash, un, au niveau des opérations, deux, au niveau de la vente. Donc, ça veut dire qu'on désinvestit au maximum, on réduit les coûts au maximum. Bon, ça, c'est récupéré au sein des opérations. Et deux, on essaye de vendre sous 12, 18 mois un actif qui, par définition, dans notre domaine, aura perdu de la valeur et surtout aura été sous-investi pendant un certain temps. Donc, l'entreprise qui vient derrière sait qu'elle va devoir réinvestir sur la marque pendant un certain temps. Voilà, donc j'ai vécu ça de l'intérieur, c'était intéressant. On connaît tous ça, mais enfin, ce type d'opération financière ou d'un point de vue business, parfois les gens souffrent un peu au niveau des opérations. Et toi, tu l'as vécu de l'intérieur, donc c'est assez passionnant. Mais vas-y, enchaîne, et on peut peut-être aussi aborder rapidement Nivos, qui est quand même le sujet le plus important de cet épisode. Vas-y, je t'en prie. Oui, alors à la sortie de l'expérience avec Jack Wolfskin, j'étais donc à Shanghai, dans le marché. Les Jeux Olympiques arrivent à Pékin en 2022. Moi, j'ai identifié à ce moment-là qu'on avait ce qu'on appelle un white space sur le marché. On a un très, très bel espace sur le marché. Alors, je venais de l'outdoor, que j'avais travaillé à fond, et d'autant plus qu'on a fait énormément d'études avec des cabinets divers et variés sur le domaine de l'outdoor, donc l'outdoor en Chine, vous l'avez sur le bout des doigts. Et le marché, en fait, aujourd'hui, les choses ont un petit peu évolué, puisqu'on est là et on n'est plus tout seul avec Nivos. Mais le marché, en fait, est tiré vers le haut par deux acteurs internationaux sur ce marché de la doudoune de luxe, que sont Moncler et Canada Goose, qui semblent ne pas connaître de limite. Plus ils vendent cher et plus ils ont de succès. Donc, les prix augmentent. Donc, on stretch le haut du marché au maximum. En revanche, les marques d'outdoor, donc l'univers dont je provenais, Jack Wolfskin, North Face, Columbia, les acteurs locaux, sont bloqués sur une bande, ce qu'on appelle la kill zone, qui est aux alentours de 2000 RMB, qui est assez limitée. Et on voit petit à petit qu'il y a un stretch qui se crée. 2000 RMB, c'est ça? Non, les produits dépassent 2000 RMB, mais le gros, quand on fait son ABC, le gros du volume est fait sur, à l'époque, était fait sur le produit à 1999 RMB. Et puis quand on dépassait ça et qu'on arrivait à 2100, on avait l'impression que c'était la mort du petit cheval. Donc, on était sur une zone. Alors, bien évidemment, après, le stretch est plus large que ça, mais c'est vraiment là que les ventes se font. Et c'est là qu'est Bossideng, l'acteur numéro 1 en Chine, qui a 15% de part de marché. Il est sur cette catégorie entre 2500 et 2000. Alors que là, je regarde sur le site de nivos.cn, où je vois du 2600, 3000, 5600. Donc un placement vraiment premium. Donc nous, on est sur cet espace entre 3500 et 7000 renminbi qui correspond au luxe abordable, qui correspond à l'espace qui était vide entre le grand luxe qui poussait vers le haut et toutes ces marques outdoor avec une offre très technique qui ont du mal à sortir de cette bande de prix. Donc, en fait, il y a beaucoup de marchés qui connaissent ce mouvement, qui est que les acteurs du luxe poussent vers le haut, que le mass a du mal à sortir, et donc se crée le luxe abordable. On a connu ça en France dans le textile avec les Sandromages et autres. Donc, on est entré, nous, on a créé cette catégorie de luxe abordable. On n'est plus les seuls aujourd'hui. Il y a d'autres marques qui arrivent, notamment des marques internationales qui arrivent sur le même segment. La différence étant qu'on est, nous, ici, Chine, qu'on est extrêmement réactif et qu'on crée un produit pour le marché chinois.
Donc, mon associé directeur de la créa est à Paris. La création de la marque est entre ses mains. Il est garant du style, du design, des magasins, des shoots, si ça. Et on travaille le merchandising ici sur les besoins du marché, les positionnements de prix, les catégories de produits nécessaires. Donc Pour on a cette approche. revenir juste à la genèse du projet, donc tu as dit que tu avais déjà cette connaissance du marché de l'outdoor, c'est ça tu l'appelais, enfin, des produits sportswear, etc. Comment t'es venue l'idée de reprendre une marque française, de lancer ça? Enfin, ça s'est imposé comme une évidence, il y a eu un déclic un jour? Ça s'imposait comme une évidence parce que j'ai travaillé pendant des années pour des marques. Et notamment, je pense que l'expérience Aigle était assez importante. C'est une marque qui date de 1856 et qui met en avant son héritage de façon importante. Et plutôt que de créer une marque ex nihilo qui n'aurait finalement pas d'âme, pas d'histoire à raconter, ça m'intéressait peu. Moi, j'ai fait énormément de représentations de marques françaises. J'ai quand même cette notion d'héritage dans la peau. Et il me paraissait plus intéressant de relancer une marque ayant d'exister ou ayant quelque chose à raconter sur le marché chinois, même si, attention, on ne tombe pas dans un espèce de romantisme de l'héritage permanent où on a 90 ans d'expérience, regardez, on enlève les toiles d'araignée, on tourne définitivement vers le futur. Mais le fait d'avoir une marque et une ADN de marque permet de construire quelque chose, un discours cohérent sur le long terme, qui s'appuie sur des valeurs intrinsèques de la marque. Donc, on a identifié, on a trouvé Nivose, on a repris les droits de la marque. On l'a testé ici. Quand on a testé auprès de consommateurs chinois cette offre d'une marque française, dont la ligne, la baseline originale, la ligne directrice publicitaire était le vêtement chic du vrai skieur, en montrant un certain nombre de visuels d'époque et de ce qu'on voulait faire, le consommateur a immédiatement positionné la marque là où nous, on voulait aller, c'est-à-dire sur ce segment du luxe abordable. Plus cher que Tout Venant ou Le Mas, moins cher que les grandes marques établies, Moncler et Canada Goose. Et donc, c'est la force de la marque. C'est-à-dire que la marque porte déjà finalement le positionnement et là où on veut aller. Et puis, on a une très belle histoire à raconter en France puisqu'on relance la marque. On le fait de façon méthodique, en allant voir des distributeurs dans les Alpes, en allant remettre le produit dans les magasins là où il a été auparavant, en recréant une offre qui correspond bien aux besoins de nos distributeurs. Et puis, la prochaine étape, cette année, on va ouvrir une boutique, la première boutique en France. On a l'intention de l'ouvrir à Lyon. Et Lyon, c'est donc la marque a été créée. Donc, l'idée pour nous est de boucler la boucle. Et de reprendre vraiment pied pour créer un réseau un petit peu plus important ensuite en France auprès de distributeurs détaillants dans les différentes villes qu'on pourrait identifier. D'accord. Et une fois que tu as créé cette marque, comment est-ce que tu l'as fait connaître, enfin recréer, tu as bien expliqué que tu l'as reprise et que tu l'as recréée quelque part, mais en Chine, tu pars un peu de zéro. Donc, comment est-ce que tu l'as fait connaître? Est-ce que tu travailles avec des KOL? Comment est-ce que tu travailles sur les plateformes? J'imagine qu'il y a tout un marketing interne sur du Tmall, etc. pour voilà, attirer du trafic. Comment ça fonctionne? Alors, on travaille effectivement avec, on a une philosophie très digitale, donc c'est du marketing digital. On est associé, on a la particularité d'être associé avec une société de gestion de célébrités ici. Donc, ce sont des gens qui ont investi dans la société, donc, et c'est une star chinoise par le biais de son entreprise de gestion de KOL, de celebrities, qui a investi chez Nivose et qui nous donne accès à systématiquement la personne qui va aller sur une émission télé connue, qui va aller sur un show digital connu, toute la partie exposition par produit porté par des KOL qui viennent chez nous. Alors, ce ne sont pas forcément des gens qu'on paye, il y a un emballement qui se crée autour du produit de la marque. On a des KOL qui viennent chez nous, qui ensuite font un segment sur Douyin ou sur Little Red Book. Ça nous est arrivé la semaine dernière à quelqu'un qui est venu, un KOL qui est venu visiter le showroom et il a posté quelque chose sur donc Little Red Book.
Et ça, c'est très gratifiant d'abord. Et ensuite, il y a un vrai effet d'emballement qui nous permet de nous positionner comme avec une certaine visibilité en online. Alors après, bien évidemment, il faut développer le réseau physique pour que les gens nous voient, que les transformations se fassent. C'est ce que j'appelle les touch points. Hein. Il faut que les gens nous aient vus sur les plateformes, il faut qu'ils nous aient vus sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils nous aient vus physiquement, et puis il faut qu'ils nous aient vus dans la rue. Et donc, tout ça, on le développe de concert. Aujourd'hui, quand on est à Shanghai, on a le plaisir de voir nos produits dans la rue. Du coup, ça rassure le consommateur qui va plus facilement passer à l'acte d'achat, qui, s'il a fait sa recherche, aura vu notre site web, aura vu qu'on est en France, aura vu le travail qui est fait avec les visuels, aura vu qu'on est une marque internationale, mais qui a énormément d'endorsement, de support local. Donc, il faut réussir à faire monter cette mayonnaise et ces différents points en parallèle. C'est tout le travail auquel on s'attelle depuis qu'on a relancé la marque il y a 1 an et demi maintenant. D'accord. Et sur le côté omnicanal, donc tu nous as très bien expliqué que que c'était un avantage de partir d'une feuille blanche pour développer une stratégie omnicanal, online, offline. Comment ça se passe? On considère que nos plateformes sont des points de contact avec le consommateur, qu'elles doivent être traitées effectivement de façon aussi bien comme du marketing que de la vente. On évite de faire des forts discounts pendant les périodes sur lesquelles il y a des fortes promotions. Alors, il y a Double 11, le Single Day, le 11 novembre, en Chine, qui est un petit peu cette explosion de discounts auquel on participe du bout des doigts en évitant de mettre trop de produits. L'idée pour nous est vraiment de construire une expérience consommateur, une expérience de marque et une marque premium. Donc, on n'est pas forcément volontaire pour faire énormément de discounts online. Et puis, à terme, on va travailler sur des assortiments qui sont un petit peu différenciés entre l'online et l'offline. Alors, ça ne veut pas dire qu'on prend un produit, une veste qu'on vend dans un magasin et puis qu'on la dispecte, comme on dit, c'est-à-dire qu'on enlève un zip, qu'on enlève un bouton, qu'on met des matières moins chères. Ça veut dire qu'on met des assortiments, des segments de produits qu'on ne vend pas forcément en magasin, qu'on peut vendre online. C'est un tout petit peu différent. Donc, ce n'est pas le même produit moins cher, ça peut être des produits totalement différents. Mais ça demande un petit peu plus de maturité parce que forcément, la collection est plus large. D'accord, très bien. Et en termes de boutiques, tu as combien de boutiques en Chine pour l'instant et quelle est ta stratégie là? Je regarde un peu la liste qui est sur le site. Comment est-ce que tu couvres le territoire chinois? Est-ce qu'il y a j'imagine qu'il y a des emplacements stratégiques où il faut être présent pour une marque comme Nivose dans chaque ville de Chine? Comment cela se passe-t-il? Oui, on couvre ce qu'on appelle les villes 1, Tier 1, Pékin, Shanghai en propre. Donc, on gère en propre par des boutiques ou par des concessions department store. Ça, c'est nous qui nous en occupons. On travaille avec des très bons franchisés sur les bonnes villes, les Tier 2, mais les bonnes Tier 2. Donc là, il s'agit d'aller travailler avec le franchisé sur l'identification de l'espace dans la bonne mall de la ville. Donc, à Dalian, il va y avoir le bon department store ou la bonne shopping mall. On va aller avec lui identifier le bon espace, idéalement en rez-de-chaussée pour la marque. Et puis, ensuite, on va travailler. Alors là, on a une stratégie de développement de visibilité. Donc, on est beaucoup avec des multimarques, ce qu'on appelle des select shops. Donc, des multimarques de très bonne qualité, des gens qui vendent des belles marques. Et aujourd'hui, on est à 30, on est en train de monter à 50 en multimarques. Et l'idée, c'est de développer de la franchise ensuite. Donc là aussi, on a des partenariats avec des sociétés qui font de l'accélération de business. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et l'objectif est d'ouvrir un certain nombre de points de vente à la marque en franchise, essentiellement dans le nord et le nord-est, puisqu'on est quand même une marque d'hiver. On est dans une logique où les gens vont trouver les produits dans le retail, les découvrir dans un magasin par exemple, ou la logique c'est plus, on découvre online et après il faut qu'il y ait un point de vente physique pour que les gens puissent aller voir le produit pour de vrai, quoi. Sur notre catégorie de produits, avec nos prix un petit peu premium et sur une nouvelle marque,
On est plus sur une logique où ils vont nous découvrir sur du online, où ils vont voir la marque, ils vont voir la marque portée, et ensuite ils vont voir le magasin par accident ou parce qu'on a organisé des opérations de drive to store, comme on dit. Et à ce moment-là, ils ont vu la marque. Donc, ils ont cette réassurance que la marque existe, que ça leur dit quelque chose. Et ensuite, c'est le produit qui fait la vente. Pour être honnête, les produits sont superbes, la qualité est là. On vend des produits de très, très, très grande qualité, avec une protection maximale et qui sont agréables à porter. Donc, on n'a pas fait l'économie à la fois du style et de la qualité. On est quand même sur du très haut de gamme en termes d'offres produits, mais sur un prix abordable. Ok, très bien. C'est passionnant, on pourrait passer des heures à en parler. Mais donc, juste pour commencer à conclure, quel est un peu le développement futur de la marque, les prochaines grandes étapes? Les prochaines grandes étapes, c'est une accélération du commerce sur la Chine, en fonction de ce qu'on pourra développer. Donc, nous, notre objectif, c'est d'ouvrir un certain nombre de magasins en propre et puis de développer un réseau de franchisés cohérent et puis d'augmenter l'e-com en parallèle. Ça dépendra un petit peu des moyens dont on peut bénéficier. Ça, ce sont des discussions qu'on a avec les investisseurs en ce moment. En parallèle, développer le marché en France sur une vision très héritage, qualitative, que j'appelle grassroots, c'est-à-dire vraiment reprendre il ne s'agit pas d'exploser les ventes du jour au lendemain et de disparaître, il s'agit de se remettre dans le paysage pour du long terme, parce que quoi qu'on fasse et où qu'on aille à travers le monde, il faudra que cette base, ce pied en France de façon importante. Et puis, on a un ou deux marchés un peu plus tactiques qu'on aimerait développer sur les années qui viennent. Mais vraiment, il est important. Nous, on se concentre sur la Chine, mais on a bien évidemment le Japon, qui est un marché potentiel intéressant. On a le Canada, qui est un marché potentiel intéressant. On a des touches aux États-Unis. Bon, après, quand on amène un nouveau produit, une nouvelle offre, et que ce produit est bien placé, forcément, ça crée de l'intérêt. Mais bon, la difficulté pour nous, c'est de bien faire ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est-à-dire cette croissance en Chine, sans aller se développer dans tous les sens de façon anarchique. Donc, l'objectif, c'est la Chine et la France. Ok, très bien. Et donc, pour conclure, est-ce que tu peux synthétiser tes 30 ans d'expérience dans la région et nous dire si tu as développé une astuce pour hacker la Chine? Oui, tu m'as posé la Question question. Je difficile. pense que oui, franchement, les gens qui disent qu'ils connaissent la Chine, déjà, il faut arrêter la conversation. Ça paraît compliqué quand même. La Chine, il y a un avantage à la Chine et au marché chinois, c'est que c'est un marché unique, avec une monnaie unique, avec pas de frontières internes et la même langue. Donc, effectivement, on est capable, à partir de Shanghai, de parler au type qui est à 3000 km de là. C'est une zone économique de, on va dire 500 à 600 millions de consommateurs qui ont un pouvoir d'achat au niveau de l'Europe et surtout du pouvoir d'achat disponible, à la différence des Européens, puisque, bon, une fois que le loyer est payé soit par les parents, soit par le fait que l'immobilier a fortement augmenté, donc de ce côté-là, il n'y a pas forcément une grosse pression, qu'ils n'ont pas forcément de frais de vie très élevés, il y a un revenu disponible qui est vraiment important. Et c'est la grosse différence donc, par rapport au marché européen. Et c'est pour ça que la consommation explose. La consommation dans le BNP n'est encore pas au niveau des pays européens ou des États-Unis. Donc, on sait qu'il y a de la croissance à venir. Donc, on est sur un terrain extrêmement fertile. Maintenant, entre le nord et le sud, il y a 4000 km. Ce n'est pas les mêmes climats. Il y a des dialectes locaux. Le physique n'est pas le même. Donc, il n'y a pas une Chine. Ça, je pense que les gens commencent à le comprendre aussi. Quand on est à Shanghai, on est sur, sans aucun doute, un des marchés les plus concurrentiels au monde, avec à peu près toutes les marques, puisqu'il y a les marques européennes, il y a les marques américaines, il y a les marques asiatiques, il y a les marques sud-américaines. Donc, tout le monde est là, ce qui rend quand même les choses un peu compliquées. Alors, je pense que là, s'il y a une chose que j'ai pu apprendre et que j'essaye de mettre aujourd'hui en œuvre, c'est que dans notre domaine, dans mon domaine, le produit de consommation, il est fondamental de localiser l'offre, de comprendre vraiment le marché chinois, de s'investir ici en Chine. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule.
une entreprise qui souhaiterait venir distribuer ici, elle pourra distribuer, elle pourra vendre des produits si elle se dit je vais trouver un distributeur qui va me faire un petit peu de distribution. Mais trop souvent, en fait, les entreprises, notamment françaises, ont un plan, allez, on va mettre un plan à 5 ans où on se dit on va grossir un peu le business et puis on va venir d'ici 3 ans, on va mettre un peu plus de moyens. En fait, il faut très rapidement localiser l'offre. Il faut être en mesure d'avoir une offre locale qui correspond à l'ADN de la marque, qui garde les codes de la marque, mais qui soit une offre localisée. Le consommateur chinois n'est pas le consommateur américain, n'est pas le consommateur allemand, n'est pas le consommateur italien. Il a ses propres besoins, il a ses propres codes, il a sa façon de consommer. Et donc, il faut être à la fois capable de le respecter, capable de le comprendre, localiser son offre pour pouvoir augmenter ses volumes. Et en même temps, il faut le faire en fait en étant ici, mais tout en contrôlant ses opérations. Donc, tout ça, voilà, ça demande de l'investissement, ça demande du temps et ça demande pour des entreprises françaises dans notre domaine qui est le luxe, le premium, une capacité de délégation qui leur est quand même relativement étrangère, je dirais. Et c'est ça en fait la difficulté, c'est de comprendre qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il va falloir accepter que ça se fasse de façon différente. Alors l'exemple que tu donnais sur les voitures, après tout, elles sont vendues dans le plastique. Elles sont vendues dans le plastique, quoi. Il faut l'accepter. Et nous, on avait le même cas sur pas mal de choses. Tant que ça n'abîme pas la marque et que ce sont des méthodes de marché et que les choses sont faites de cette façon-là, il faut l'accepter. Et c'est vrai que quand on est à Paris, au centre de Paris, on gère 3 boutiques parisiennes et qu'on nous dit à Shanghai, les choses sont comme ça, c'est souvent très difficile à accepter. Parce que c'est pas tout, on ne peut pas le comprendre, on ne le vit pas. Et je pense que la complexité pour les entreprises françaises et européennes en général, internationales, et alors le pire c'est les Américains, parce qu'eux ils ont vraiment de mal, c'est d'être capable de comprendre qu'il faut localiser sans perdre le contrôle de la marque, mais que ça veut dire faire un certain nombre de concessions. Voilà. Donc, jusqu'à un certain point, mais il faut être capable de faire un certain nombre de concessions. Et c'est marrant d'ailleurs parce que les marques de luxe, par exemple, qui se refusaient à faire des collections locales, les choses ont changé avec le Covid puisque on sait bien que tous ces Chinois qui consommaient, les 166 millions de Chinois qui voyageaient dans le monde et qui consommaient notamment du luxe à travers le monde, ne voyagent plus, qui consomment en Chine. Et là, les marques européennes de luxe font maintenant des offres extrêmement localisées. Et j'étais devant la vitrine de Vuitton à Shanghai dimanche. J'ai vu une collection, je ne sais pas si c'est des pyjamas, mais c'est des produits chinois avec des signes chinois, des choses qu'ils n'auraient jamais fait auparavant. C'est très vrai. Et qui correspondent et qui sont faites tout à fait pour plaire aux consommateurs chinois. Et on était chez Vuitton, et ce sont des gens qui savent ce qu'ils font. Donc, il faut juste aller comprendre ce que ça veut dire et d'accepter que les choses sont différentes ici et qu'on ne peut pas gérer la Chine à partir d'une capitale européenne, ce n'est pas vrai. On est tout à fait d'accord. Bon, Frédéric, je te remercie, ce fut passionnant. Est-ce que tu as une présence dans les réseaux sociaux ou une manière de te contacter que tu veux partager ? Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, comme tout le monde, Frédéric Giralderas, Nivose 1933. C'est le plus simple et vous verrez un petit peu ce qu'on fait sur Nivose. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le site web, c'est nivose.fr. Si vous n'hésitez pas, pour les gens qui ont écouté ce podcast, si vous voulez poursuivre la conversation, vous pouvez me contacter par LinkedIn sur mon profil. Ok, très bien. Merci beaucoup Frédéric et bonne chance pour la suite. Merci Raphaël, à bientôt. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, Seghier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!